On est quand même, vous savez, aujourd'hui dans un drôle de pays. Ah oui. Je vous le dis, mais parce qu'on reparlera tout à l'heure de Laurent Nunez. Il était l'invité tout à l'heure pendant une demi-heure d'une chaîne concurrente. Aucune question n'a été posée sur ce qu'il a dit à la Grande Mosquée. Interrogez-vous de savoir pourquoi. Pourquoi un ministre de l'Intérieur qui a dit des choses aussi graves de conséquences va sur une chaîne concurrente à la nôtre, il est interrogé pendant une demi-heure et aucune question n'est posée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des connexions entre la présidence de la République et une chaîne, parce qu'on demande de ne pas poser ces questions, parce qu'on ne veut pas en parler. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que lui a demandé à ce qu'on ne lui en parle pas. Ah oui ? Et on en parle. Et on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est mis en cause par son Premier ministre, qui explique... Non, son ministre de l'Intérieur. Oui, par son ministre de l'Intérieur. Mais le Cornu n'a pas réagi. Personne ne réagit. Mais on est dans quel pays ? On est dans quel pays ? Je vous assure, mais c'est... Et alors, en revanche, M. Nunez, là, on l'a bien interrogé sur CNews et sur le fait que le Premier ministre doit être partie civile. Ah, ça, on y va. Sur l'affaire CNews, là, on y va. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus important pour tous ces gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ainsi. Ah, c'est quelle chaîne ? Bon, alors j'ai entendu ce silence, mais faites-le vérifier, car me dit-on, Thomas Bonnet me dit qu'il y a une question qui aurait été posée. Alors, si on ne me donne pas les bonnes infos, là, effectivement, c'est ennuyeux. Mais alors, faut surtout la réponse. Il faut surtout la réponse. C'est ça qui m'intéresse. Thomas Bonnet, d'ailleurs, il doit être par là, donc il va pouvoir réagir. Mais c'est ça qui est intéressant. Vraiment, on est au cœur. Moi, je veux savoir... Surtout sur ce sujet aussi sensible. Mais évidemment. Ça ne peut pas être la réalité. Il a été interrogé, a répondu, me dit mon ami Frédéric Aziza. L'interview commence à 8h30, donc elle doit venir. Elle s'est achevée tout juste, je pense. Alors, je présente mes excuses. Alors là, franchement... Vous n'étiez pas informé, mais je présente... on va bien connaître la réponse. Je présente mes excuses. Et c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier. Voilà. En revanche, les parents... les grands-parents assassinés. Une adolescente de 16 ans a reconnu ce jeudi avoir tué ses grands-parents ce lundi dans les Ardennes. Selon le parquet, elle a expliqué son geste par leur opposition à sa relation avec un garçon de 15 ans. Ce dernier a également reconnu son implication dans les faits. Et vous allez entendre ce que dit le procureur. C'est absolument incroyable. Ah oui. Incroyable. Et il rappelle d'abord les faits. Les faits et le profil des grands-parents. La grand-mère est montée dans la chambre le lundi matin, et il a surpris le jeune homme, ce qui l'aurait mis en colère, évidemment, puisqu'elle s'opposait à cette liaison. La jeune fille serait alors saisie du couteau, aurait poignardé sa grand-mère à 2 reprises, en la faisant chuter dans l'escalier. Le grand-père, alerté par les cris, est arrivé, et cette fois, c'est le jeune homme qui lui a porté un coup de couteau. Ensuite, et encore une fois, sans que les rôles de chacun ne puissent être définis avec la plus grande précision, ils ont porté des coups de couteau, voire des coups de pied, alors que leurs 2 victimes étaient à terre, en bas de l'escalier, toujours vivants. S'agissant du grand-père, âgé de 74 ans, l'autopsie qui a été pratiquée le 1er avril 2026 a mis en évidence 5 plaies par arme blanche en bas du dos, sur bras gauche et la cuisse droite, visiblement des plaies de défense, ainsi qu'une plaie à l'arrière du thorax qui est la cause de la mort par hémorragie. Celle de la grand-mère a révélé 6 plaies, toujours par arme blanche, 2 au cuir chevelu, 1 en bas du cou, et 2 plaies thoraciques qui étaient mortelles également par hémorragie. Absolument incroyable. Incroyable. Je vous assure, cette histoire est absolument incroyable. Glaçant. Après, est-ce qu'elle révèle quelque chose de notre société ? Est-ce que c'est juste un fait divers sordide ou est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus large ? Voilà, c'est compliqué à dire, mais c'est vrai qu'on est parfois sidéré par la violence même de jeunes. Non, pour moi, c'est divers. Oui, le mode opératoire est aussi très intéressant. Absolument. Hors norme. Et surtout Plutôt par des l'arme jeunes. blanche. Oui, mais vous savez qu'en France, il est difficile de se procurer une arme à feu, donc on tue beaucoup par couteau. Eugénie Bastier. Pardon. Non, je vous en prie. L'histoire judiciaire de notre pays est parsemée de tragédies comme ça, absolument atroces. Je lisais récemment l'histoire de Pierre Rivière, qui avait tué sa mère et sa sœur et son frère à l'arme blanche aussi au 19e siècle, dans les années 1830. Non, mais là, ce qui est particulier, c'est la désaffiliation. C'est le fait que ce soit Oui, une petite Rachel fille. Kahn. Normalement, nos grands-parents, c'est vrai que c'est des figures familiales qui sont
complètement sacralisé dans les familles. Et là, c'est cette génération qui tue de manière presque froide et glaçante, non ? Un âge très jeune, quoi. Oui. Une violence. Donc ils auront l'excuse de minorité. Qui va Oui, mais j'entends bien, Georges, mais c'est pas tant ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'absence d'empathie complète de ces jeunes gens. Oui. C'est le mode opératoire. C'est la raison pour laquelle tu tues tes grands-parents. Oui, parce que tu es avec quelqu'un. Bon, c'est ce rapport à la frustration. En fait, moi, je pense qu'effectivement, est-ce un fait divers, un Je sais pas fait si on de peut généraliser. société? Non, c'est un Je suis fait d'accord divers. avec vous. Ça vient, c'est pas les Je ne peux pas aller là-dessus. Ce sont je suis les d'accord avec experts vous. psychiatres, les experts psychologues qui mais les apporteront experts, des débuts de réponse. Oui, enfin, ils les ont tués au couteau. Oui. Bon, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Donc, écoutez l'enquête. Et les soupçons se sont très rapidement tournés vers elle, puisque, outre qu'elle semblait être la seule à ne pas s'inquiéter de la disparition de ses grands-parents, elle ne s'est pas présentée le lundi à son lycée à Sedan, mais par contre, elle y a été vue le matin aux abords avec son petit ami qui lui est âgé de 15 ans. Par ailleurs, l'exploitation de la vidéosurveillance d'un magasin de téléphonie d'une galerie commerciale proche a permis de la voir avec son petit ami en train d'acheter des smartphones haut de gamme avec une liasse de billets de banque à la main. Aussi bien les enquêteurs que les magistrats du parquet qui ont eu à les interroger ont tous été frappés par leur absence complète d'émotion et leur froideur générale, hormis quelques pleurs. De leur récit, corroboré par des constatations matérielles, il apparaît que c'est la jeune fille qui a eu l'idée de tuer ses grands-parents au moins 15 jours avant la date de commission des faits. Son petit ami a été d'accord avec cette idée et a accepté de participer à la commission des crimes. Préméditation, en plus, manifestement. C'est un projet qui a germé dans leur tête. Ça me fait penser aux nouvelles de Maupassant des temps modernes, un peu. La froideur, l'absence d'émotion et d'empathie. Bon, et le passage aux aveux, et on a écouté une nouvelle fois François Schneider, qui est le procureur. Comment ce passage aux aveux, ils ont 15 et 16 ans, s'est-il réalisé? Écoutez, parce que ça fait toujours froid dans le dos. De façon générale, ils ont reconnu très rapidement et sans aucune réserve être les responsables de la mort des grands-parents de la jeune fille. Crime qui par ailleurs s'avère y avoir été prémédité, ce qui nous a conduit à requalifier les faits en assassinat. Il y a eu des incohérences, des imprécisions, des différences dans leur récit des événements, mais qui en réalité concordent sur l'essentiel. Et toutes ces différences, toutes ces imprécisions ne sont pas dues à une volonté de leur part de dissimuler quoi que ce soit, mais sont simplement à la conséquence de leur jeune âge et de leur immaturité, qui est logique dans un récit de faits de telle nature. Quand même, Sans voix. Glaçant. Bon, c'est glaçant, oui, c'est tout. L'immaturité me paraît plus extraordinaire que logique. Oui, c'est ça. Bon, parlons de Laurent Nunez, parce que je vous disais tout à l'heure, je maintiens finalement, alors il y a contre-ordre et contre-ordre. Il n'a pas été interrogé sur le fait que le président de la République dit qu'il souhaite développer l'islam en France. C'est quand même incroyable cette sortie-là. Je parle pas sur... Il a répondu sur les fillettes voilées. Bien sûr, mais enfin, il y a quand même une question. Il y a le président de la République, il se tourne, monsieur Nunez, vers Schems et Edine, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est en fait l'ambassadeur algérien en France. Oui. Ambassadeur bis. C'est ce qu'on dit. Oui. Qui est un proche Et pourquoi vous dites c'est ce qu'on dit? Parce qu'il n'est pas ambassadeur. Non, il n'est pas ambassadeur, c'est un proche du gouvernement algérien d'Abdelmajid Tebboune. C'est la voix de monsieur Tebboune. Si vous voulez. Déjà, il va là-bas, alors que monsieur Retailleau n'y allait pas. Que va-t-il faire là-bas? C'est une bonne question. Il est allé en Algérie. Il est ministre des cultes. Il est ministre des cultes. Moi, ça ne me choque pas qu'il entretienne des relations avec les cultes. C'est normal. Oui, il se trouve quand même que M. Retailleau n'y allait pas. Pourquoi il n'y allait pas? Il y avait une tension encore plus vive à cette époque-là. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut y aller. Vous trouvez que la tension est moins forte? détention de, comment il s'appelle, Boualem Sansal. Oui. Et qu'est-ce qui a changé depuis le voyage de monsieur Pas grand-chose. Bon, donc faut y aller ou pas? À la mosquée de Paris, oui. Moi, je pense qu'il faut entretenir des relations avec les cultes. Quand on est ministre des cultes, c'est mieux. Forcément, oui. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est une clarification. Est-ce que le président de la République, effectivement, se charge de développer le culte musulman en France? Ce qui est contraire à la laïcité et à la séparation. Donc je maintiens que le président de la République a dit cette phrase
qu'il est attaché à développer l'islam en France. Non, c'est le ministre de Laurent l'Intérieur. Nunez qui lui Laurent prête Nunez ses propos. a fait. Est-ce que c'est la maladresse de la part de Laurent Nunez C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est une maladresse ou pas je pense. Est-ce que c'est une maladresse ou pas? Mais ça demande un Oui, bien sûr, éclaircissement. oui, tout à fait. Et cette question n'a pas été posée. Parce que dans les Je n'y peux rien. Le fameux discours des Mureaux, ce qui était souligné, c'était le dialogue interreligieux. C'était ça qui était souligné. C'était pas de développer une quelconque des religions. Enfin, ça me paraît quand même très important de connaître la position du président de la République. C'est pas rien. Oui, mais il y a une proposition de loi qui arrive, vous avez vu, sur une deuxième volet de la loi séparatisme, pour mieux contrôler l'islamisme politique et radical, notamment au niveau fiscal, au niveau financier, au niveau de ce qui se dit dans les prêches, tout ça, je pense que ça va dans le bon sens. Bon, donc écoutons, en tout cas... je ne pense pas du tout, moi je vous le dis très franchement, que le président de la République ait cette idée de vouloir développer l'islam en France. Je suis d'accord avec vous, je ne le pense pas du tout. Mais pourquoi il l'a dit? Et je pense que c'est une maladresse. Écoutez, réécoutons là. Monsieur Nunez, on ne va pas réécouter la première partie de ce qu'il avait dit sur les jeunes filles voilées. D'ailleurs, il y a répondu. Mais écoutons la période, la séquence très très courte, lorsqu'il se tourne vers le recteur de la Grande Mosquée de Paris et qui lui demande, effectivement, qui lui dit que le président de la République souhaite développer l'islam en France. Et tu sais, mon cher Chels, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Bon, moi, je voudrais des éclaircissements là-dessus. Alors, qu'a-t-il dit en revanche sur les jeunes filles voilées? Il a dit propos que j'ai tenus, propos qui sortent maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je rapproche ça à la dénonciation de propos poursuivis en justice, propos à caractère d'injure publique contre le nouveau maire de Saint-Denis. Ça a été sa réponse. Il a dit également, j'ai tenu un discours d'une grande fermeté pour rappeler que le gouvernement français est intraitable sur le séparatisme. Il est tellement intraitable qu'il ne condamne pas les jeunes filles voilées. En rappelant mission délicate à mener dans ce cadre-là que j'en ai parlé, il parle, alors c'est toujours pareil, phrase sortie de son contexte. Non, elle n'est pas sortie de son contexte. À chaque fois maintenant, les uns et les autres disent, bah oui, c'est une phrase sortie du contexte. C'est pas sorti du contexte. Ouais. Oui, voir des petites filles voilées me choque. Bon, quand même. On peut se demander où est le libre arbitre. Quand même, il a ouvert les yeux. Priorité dans l'action que je mène, plus de leçons à recevoir. Et sur les voiles des fillettes, il faut être prudent sur ce type de mesures. Mener les actions contre les adultes, contre les structures qui essaient d'imposer les lois religieuses sur les lois de la République, mesures qui peuvent conduire à stigmatiser, c'est faux. Oui. Voilà, c'est du méli-mélo comme toujours. Voilà. Il y a un rattrapage. Un rattrapage. Oui, enfin, c'est du méli-mélo. Je veux dire, c'est un rattrapage. Oui, il y a tout. Ça faisait des ordres au sein du gouvernement, vous avez entendu. Mais même M. Haddad, ce matin, qu'on a reçu. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on luttera contre le séparatisme. Il y a à boire et à manger. Comme toujours, dans ses déclarations, il y a à boire et à manger. Non, je pense que ce qu'il a voulu dire, peut-être, c'est que le président de la République, et ça c'est normal, veut s'assurer que chacun des cultes en France puisse s'exercer normalement. Et ça, c'est pas du tout la même chose que développer. C'est pas la même chose que développer. C'est le mot développer. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est une nouvelle fois, je pense que c'est le dialogue interreligieux et de faire connaître les religions. Après, enfin, franchement, cette histoire de voile, on sait très bien que c'est un marqueur des frères musulmans et on voit à quel point on est enlisé et que nos politiques n'arrivent pas, en fait, à avoir une ligne. C'est-à-dire par peur, par crainte. Ils ménagent la chèvre et le chou et qu'on n'a pas de ligne politique par rapport à ça. Et à chaque fois, on nous ressort le coup de la loi contre le séparatisme. On voit à quel point on est en retard. On est toujours à la traîne par rapport à cette loi. Bon, en tout cas... On est en retard et en même temps, on est un des pays qui, il faut le dire, a le plus de mesures pour l'interdiction du voile. Beaucoup de pays n'ont pas ces mesures-là. Et je pense que ça fait partie aussi de notre modèle français républicain qui aujourd'hui, l'interdiction de la baïa à l'école, l'interdiction du voile à l'école, l'interdiction de la burqa dans la rue, on est un des pays quand même... Nouveau, on n'est pas au Royaume-Uni. Moi, je me souviens qu'au Royaume-Uni, j'ai été il y a quelques années, j'avais été extrêmement choquée de voir des petites filles de CE2 entièrement voilées dans une classe qui était en déambulation dans la rue. Je suis quand même contente que dans notre pays, il y ait ces lois-là. Et il faut être fier et défendre ce modèle républicain qui nous place... on a un statut d'exception dans les pays occidentaux. Tout à fait, mais sauf qu'après, c'est l'application des lois qui est plus... On voit à quel point dans le débat public, en fait... par rapport à la loi séparatisme, le premier volet, comment il y a une forme d'enlisement et comment à chaque fois c'est remis à l'ordre du jour. Vous avez raison qu'il y a une sorte de tergiversation. Ça me fait penser ce que dit Laurent Nunez à la première position de Jospin en 1989 sur le voile de Creil. D'ailleurs, Jospin était revenu en arrière à la fin de sa vie en disant qu'il était pour l'interdiction du voile et pour l'interdiction de la baïa.
Et la prochaine loi séparatisme, elle doit être Mayalène au Conseil des ministres en avril, mais c'est pas du tout sûr qu'elle ait le temps d'être votée d'ici 2027 parce qu'elle doit être examinée par l'Assemblée et le Sénat. Et il y a moins d'un an, il y a un agenda parlementaire qui est très contraint. Il n'y a pas du tout de garantie que cette loi séparatisme arrive à son terme avant mai 2027. En tout cas, moi, j'attends une chose, qu'au plus haut niveau de l'État, on nous dise si Emmanuel Macron souhaite développer l'islam en France. Jamais. Et que le Premier ministre réponde à cette question, que le ministre de l'Intérieur soit interrogé lorsque il est en position de l'être, parce que ça nous intéresse. Ou que le président de la République lui-même donne son avis. On demande juste un éclaircissement. Emmanuel Macron d'être mis en cause là-dessus. On lui a prêté des propos. Bien sûr, c'est le ministre de l'Intérieur. De cette manière. Donc j'attends qu'il soit interrogé. Et on a commencé l'émission comme ça. J'ai dit pourquoi on ne l'interroge pas là-dessus. C'est tout. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé qu'un nouveau projet de loi sur le séparatisme et l'entrisme islamiste allait être présenté au Conseil des ministres fin avril. Voyez le sujet de Marine Sabourin. C'était une annonce faite par Emmanuel Macron l'été dernier. Une nouvelle loi sur le séparatisme et contre l'entrisme islamiste, promise avant la fin de l'année 2025. Le calendrier n'a pas été respecté, mais le projet de loi refait surface, comprenant de nouvelles mesures. Parmi elles, la possibilité de dissoudre des structures au nom de l'entrisme religieux, geler des avoirs administratifs ou encore prendre des mesures d'interdiction de certaines publications dès lors qu'elles appellent à la haine ou à la discrimination. Problème, rien ne garantit que ce projet de loi soit examiné à l'Assemblée et au Sénat avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2027, en raison de l'engorgement parlementaire. C'est dans ce contexte que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a demandé l'interdiction du rassemblement annuel des musulmans de France, structure liée aux frères musulmans, qui devait débuter aujourd'hui au Bourget en Seine-Saint-Denis. Le tribunal administratif, saisi par les organisateurs, pourrait d'ailleurs annuler cette décision dans les prochaines heures. Ah oui, ça va être aussi intéressant. Alors ça, a priori, il a plutôt raison d'interdire ce rassemblement, André Vallini. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Pardon, mais je vais peut-être vous choquer, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on interdit des manifestations a priori de façon extrêmement facile et rapide. Et l'État Mais ça arrive aussi pour des manifestations de droite, hein, parce que là, on interdit les frères musulmans. On peut se réjouir autour de ce plateau, mais demain, ce sera des manifestations de droite qui sont interdites. Ça a déjà été le cas. Vous savez qu'il y avait par exemple, je crois, l'Iliade. Non, mais cet argument s'entend. Voilà, et moi je suis assez d'accord avec Mathieu Bocoté, notamment, qui s'inquiète beaucoup de cette réduction de la liberté d'expression. Interdire a priori pour des motifs sécuritaires une manifestation où parce qu'on se dit que c'est aussi une manière pour l'État moi je tiens à la liberté d'expression et je suis pour qu'on lutte contre l'islam politique, contre l'islamisme et contre les prêcheurs de haine, mais interdire a priori parce qu'on imagine qu'il va se tenir de quelques propos, etc. Je trouve non, c'est pas ça. Que c'est un risque terroriste. Oui, mais en fait, on emploie cet argument du risque terroriste. Non, mais c'est un argument. À chaque fois, c'est l'argument des risques sécuritaires. Il y a eu des manifestations, par exemple, de droite ou jugées d'extrême droite qui ont été interdites aussi pour des motifs sécuritaires. Moi, je m'inquiète de ce pays où, en fait, à tout bout de champ, on interdit des réunions. Il y avait 150 000 personnes qui étaient annoncées. Comment ? Il y avait 150 000 personnes qui étaient annoncées. 150 000 personnes. C'est ce que j'ai lu. Non, mais les motifs sécuritaires. Ça peut durer 4 jours en tout cas. Donc. En plus, ça aurait été une bonne manière d'espionner et d'envoyer une salle secrète pour savoir ce qui se dit dans ces manifestations. Les motifs sécuritaires de cet État, en fait, c'est pour protéger les manifestants, ceux qui se rassemblent eux-mêmes, compte tenu, c'est ce qui est dit dans la décision qui a été prise, compte tenu du contexte international et des risques d'attentats sur notre sol. C'est pour protéger ceux-là même qui veulent se rassembler. C'est pas qu'on craint que ceux qui vont se rassembler vont commettre du désordre. C'est ça les motifs qui ont été pris. Maintenant, le rassemblement du tribunal administratif, on verra. Le rassemblement du Bourget est une énorme affaire pour les frères musulmans. L'annuler est une décision très importante et Eugénie n'a pas forcément raison, me dit un interlocuteur qui nous écoute. Moi, je tiens à la liberté d'expression dans notre pays et je sais que ce genre d'interdiction se retournera aussi contre d'autres personnes dans le futur. La préfecture de police a interdit donc par arrêté cette rencontre annuelle des musulmans de France qui devait se tenir au Bourget du 3 au 6 avril, notamment en raison du risque terroriste à l'égard de la communauté musulmane. C'est ça. Donc en plus, c'est pas un motif. Le préfet de police pointe du doigt dans cet arrêté que cet événement susceptible de rassembler un grand nombre de personnes intervient dans un contexte international et national particulièrement tendu et qu'il est exposé à un important risque
terroriste. Je suis d'accord avec vous, mais par exemple, si le pape venait à Paris, on pourrait de la même manière interdire les rassemblements des catholiques en expliquant qu'il y a un risque que les catholiques soient attaqués. Mais ça va être un week-end de vigilance particulière. Il y a la Pâque juive, la Pâque catholique. Je suis plutôt sensible à l'argument de... je pense qu'il y a un risque de censure de la décision administrative par la décision. Parce qu'il y a des risques aujourd'hui partout, en fait. Je pense que c'est une décision qui pourrait être censurée par le tribunal. De toute façon, c'est le mélange, c'est la confusion entre un événement politique ou un événement religieux, à partir du moment où il y a les frères musulmans. Je vous rappelle quand même que le Hamas est lié aux frères musulmans, que le Hezbollah est lié aux frères musulmans, que les frères musulmans ont été interdits dans de nombreux pays, et je pense qu'il vient de là, le risque sécuritaire. Est-ce que... Alors, la liberté d'expression, c'est toujours intéressant. La liberté d'expression pour les frères musulmans ? En fait, moi, je suis pour une extension maximale de la liberté d'expression. D'abord parce que je pense que ces gens-là, de toute façon, existent et que sinon, ils s'exprimeront de façon clandestine. Et que là, on peut les surveiller aussi. C'est-à-dire que s'ils s'expriment publiquement, on peut aussi surveiller. Vous voyez, par exemple, si on a des images de ce qui se passe à la Grande Mosquée de Paris, c'est parce que c'est public. Et on peut justement comprendre ce qui se dit, ce qui s'échange, etc. Moi, je me méfie d'une forme de clandestinité. Je ne pense pas que c'est en cassant le thermomètre qu'on fera cesser l'islamisation de notre pays, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça marchera. Qu'il faut être très vigilant. Mais encore une fois, je pense que toute limitation de la liberté d'expression dans un sens peut se retourner aussi de l'autre côté et toucher La liberté d'expression, c'est pas pour les propos qui nous plaisent, si vous voulez. Si je donne la liberté d'expression que pour mes amis, c'est pas un défenseur de la liberté d'expression. Là, on est au-delà de la loi. On va marquer une pause. André Vallini qui s'est peu exprimé. Non, mais moi, je suis d'accord avec la philosophie libérale qu'exprime Eugénie Bassier, dans la lignée des grands penseurs libéraux, de Raymond Aron notamment et d'autres. Je pense aussi à Saint-Just qui disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Moi, je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. De la gauche. Moi, je pense pas souvent à Saint-Just. Moi, je pense souvent à Saint-Just. Quand j'écoute les uns les autres, j'y pense davantage. Je pense souvent. Bon. J'ai eu ma période Saint-Just, mais j'en suis revenu. Mais je pense qu'il faut tout simplement être pragmatique, voir ce qui est dit. On a fermé récemment une mosquée en Isère, dans mon département, parce qu'il y avait des prêches qui appelaient à la violence. Voilà, 9h25, on marque une pause et on revient dans une seconde. On est en retard.